Goïta, président de la transition, chef de l'État, lors du Conseil supérieur de l'agriculture. Plus précisément, la 12e session du Conseil de l'agriculture a décidé de mettre à la disposition des éleveurs et cotonculteurs 10% des productions de graines. C'est pour pallier à ces difficultés récurrentes que les animaux subissent durant la période de soudure. Et donc, ça veut dire qu'il y avait un manque récurrent à l'époque. Tout à fait. Il y a un manque récurrent durant la période de soudure. D'accord. Et est-ce que les éleveurs vont recevoir cet aliment bétail gratuitement ou bien ils devront payer une somme forfaitaire? C'est un aliment bétail subventionné. Donc, si on prend le cours de la tonne aujourd'hui, ça fait 300 000 francs la tonne sur le marché. Donc, or, nous cédons cet aliment-là, la même tonne, à 195 000 francs. Prix usine S-Work. 195 000. 195 000. D'accord. Donc, c'est la 2e édition, normalement. C'est la 3e édition. La 3e édition. Mais est-ce que déjà, il y a eu un impact, depuis que cette opération a commencé? Oui, il y a eu un grand impact. Vous devrez le constater avec moi. Ça fait à peu près maintenant plus de 3 ans que le prix de la viande n'avait pas augmenté sur le marché. Donc, se dit à ces tapis présidentiels, aux embouchères et aux laitiers, que les prix des animaux n'ont pas fluctué. Et que si les prix n'augmentent pas, cela va sans dire que les bouchers auront des animaux à un prix bas et qui vont mettre à la disposition de la population lambda à des prix bas aussi. D'accord, très bien. Et j'imagine aussi que les petits ruminants ne sont pas concernés par cette campagne. Pourquoi? Ouais, c'est dû au fait que quand on prend pour cette année, il y aura 430 000 têtes de bovins qui seront couverts par ces 10%, sur un effectif de 14 millions de têtes. Donc ça fait les 3,08%. On ne peut pas dire que c'est insignifiant, mais nous souhaiterons que ça peut être augmenté afin d'élargir à d'autres espèces animales. Si en élargissant à d'autres espèces animales, l'impact ne sera pas visible sur le terrain. Or, nous cherchons à ce que l'impact soit visible et que la population lambda sache que le président de la transition a fait quelque chose pour eux. Mais en donnant à tous les cheptels, donc il n'y aura pas d'impact. Donc, oui, bien sûr, parce qu'il y a 20 000 sujets, 20 millions de moutons et 30 millions de caprins. Ça fait 50 millions. 50 millions. Donc, si on ajoute à cela les 14 millions de bovins, ça fait les 64 millions. 64 millions pour 21 600 tonnes. Ah. Ouais, vous voyez que c'est insignifiant. C'est pour ne pas disperser nos efforts qu'on s'est limité seulement aux grands ruminants, afin que l'impact soit visible au niveau de la population lambda. Ok. Alors, vous avez parlé d'impact. Je me dis qu'avec cette opération, les éleveurs devraient dépenser moins dans l'embouche. Mais est-ce que cela aussi aura un impact sur le prix des bovins? Ça veut dire que, est-ce qu'on aura les bœufs à moindre coût? Oui, c'est la loi presque la fête. Ouais, c'est la loi du marché. S'il y a suffisamment d'offres sur le marché, plus que la demande, ça veut dire que le coût va baisser. Parce que l'appui là va concerner l'ensemble des embouchères de la République du Mali et l'ensemble des producteurs laitiers de la République du Mali. Donc s'il y a suffisamment d'animaux embouchés sur les marchés et que la demande n'est pas conséquente, les prix vont baisser obligatoirement. Et c'est ce que nous avons constaté les 2 dernières années. Mais est-ce que vous faites un suivi après? Bien sûr, il y a un comité de suivi qui est mis en place. Il y a un comité de suivi interministériel qui concerne 3 ministres. Le ministre de l'Agriculture, des Industries et du Commerce et celui de l'Élevage et de la Pêche. Donc, à côté de cette commission nationale, il y a un comité de suivi technique qui concerne les structures centrales, notamment la DNPA, la DENI, la Direction nationale des industries et l'agriculture. Donc, qui est représenté par le conseiller technique, qui est le président de la commission technique. Dans cette commission, il y a la CMDT et l'ensemble des interprofessions. L'interprofession lait, l'interprofession bétail-viande et l'interprofession des cotonculteurs. Donc, il y a un suivi, donc, dans la mesure où il y a un cahier de charges. Donc, un cahier de charges qui est établi entre les gouverneurs des régions et l'ensemble des fêtières. Donc, il y a aussi une lettre d'engagement que le bénéficiaire s'engage à ne pas vendre les animaux à l'extérieur.
D'accord. Les animaux sont vendus uniquement au niveau des marchés locaux. Donc cette lettre d'engagement est établie entre les DERPIA et les bénéficiaires. Donc nous, membres de la commission de suivi, nous faisons 2 ou 3 missions pour voir réellement si ces applications-là sont faites sur le terrain. Il n'y a pas d'engagement aussi par rapport à ne pas dépasser un prix, par exemple? Pour les animaux embauchés, oui. Non. D'accord. Non. Ça nous ferait plaisir quand même. Non. Parce que on ne peut pas mettre un prix. Les animaux embauchés ne sont pas les mêmes catégories. D'accord. Voilà. Donc en fixant un prix, mais on peut biaiser le circuit commercial. D'accord. Mais on sait très bien que s'il y a suffisamment d'animaux sur le marché, ça va baisser obligatoirement le prix des animaux. Très bien. En tout cas, ce qui est bien dit. Merci en tout cas, monsieur le directeur. Je rappelle que vous êtes le directeur national des productions et industries animales, monsieur Djakalidja Ouattara. Merci d'être passé par là. Tout le plaisir est pour moi. Alors, nous continuons ce journal juste après ce qui suit. Actualité étrangère à présent, nous commençons par la République démocratique du Congo. Les rebelles de l'AFC M23 ont annoncé leur retrait de Walikale, centre dans le nord Kivu, localité qu'ils occupaient depuis mercredi. Ils disent vouloir ainsi favoriser un climat propice au dialogue, mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Lassine Keita, bonjour. Bonjour Moussa Papa. Merci de me rejoindre. Avec cette annonce de retrait de l'AFC M23 de Walikale Centre, comment se présente exactement la situation sur le terrain? Une annonce de retrait qui reste pour le moment à matérialiser sur le terrain tant la situation est totalement confuse. Selon des sources locales, des détonations ont été signalées pendant une grande partie de la journée à Walikale Centre, provoquant une vive inquiétude des habitants qui ont préféré rester à la maison. Les quelques audacieux qui sont sortis affirment avoir aperçu des combattants circuler dans les rues. Les éléments de l'AFC M23 étaient encore visibles dans certains quartiers de la ville. Quant à l'armée congolaise, elle a de nouveau fait voler son aviation au-dessus de la cité. Les sources locales indiquent que l'aérodrome semblait être la cible des tirs et les groupes armés locaux qui soutiennent les FARD, les Ouazalando, sont signalés à environ 10 km de Walikale Centre. Moussa Papa, cette localité du Nord Kivu vit des tensions et il y règne actuellement une confusion malgré les retraits annoncés de l'AFP et M23 pour donner une chance pour parler de paix. Les autorités congolaises, faut-il les rappeler, doutent de cette déclaration. L'armée congolaise soupçonne une manœuvre visant à préparer une avancée vers Kisangani, située à environ 400 km. D'après l'armée, les rebelles n'ont pas l'intention de quitter la zone. Merci beaucoup, Lassine Keita. À l'instant, sur le dossier congolais. En Turquie, un juge a ordonné ce dimanche l'incarcération pour corruption d'Ekrem İmamoğlu, principal rival du président Recep Tayyip Erdogan. L'opposant avait été amené la veille au soir avec 90 de ses co-accusés au tribunal, provoquant d'énormes manifestations de contestation. On en parle avec vous, Mohamed Sangari. Bonjour. Bonjour, Moussa Papa. Alors, quelles sont les accusations précises contre İmamoğlu? Ekrem İmamoğlu, figure politique de premier plan en Turquie, est actuellement confronté à une série d'accusations de corruption qui se rapportent directement à son rôle et à ses responsabilités durant son mandat de maire de la métropole d'Istanbul. Ces accusations englobent un large éventail de fautes présumées, notamment la gestion inappropriée et potentiellement illégale de fonds publics importants, ainsi que des irrégularités substantielles dans les procédures d'attribution de marchés publics, soulevant des questions sur la transparence et l'équité de ces processus. Au-delà des accusations de mauvaise gestion financière, certains critiques l'accusent également d'avoir exercé des pressions politiques significatives dont le but ultime serait d'affaiblir l'opposition politique en Turquie. Ces accusations de pression politique ajoutent une dimension supplémentaire et controversée aux allégations de corruption. Cependant, les partisans d'Ekrem İmamoğlu rejettent catégoriquement ces accusations, les qualifiant de manœuvres politiques motivées. Ils affirment que ces accusations sont orchestrées dans le but précis de contrer l'influence politique
croissante d'Imamoglu et de renforcer le pouvoir du président Erdogan et de son parti. Ils perçoivent ces accusations comme une tentative de discréditer un adversaire politique redoutable. L'arrestation d'Ekrem İmamoğlu a provoqué, vous l'avez dit, une réaction publique considérable déclenchant une vague de contestation d'une ampleur sans précédent depuis les manifestations massives de 2013. Des rassemblements de protestation ont eu lieu dans plus de la moitié des provinces turques. Ces manifestations ont entraîné plus de 350 arrestations, soulignant la tension et la répression entourant cette affaire. En réponse à l'occupation de la mairie d'Istanbul par des manifestants, une action directe qui visait à exprimer leur mécontentement, les autorités d'Istanbul ont pris des mesures pour tenter de rétablir l'ordre. Et ces mesures comprennent la prolongation de l'interdiction des rassemblements, une mesure visant à limiter les manifestations publiques ainsi que la restriction de l'accès à la ville, potentiellement pour empêcher l'arrivée de nouveaux manifestants et contrôler la situation. Moussa Papaïdara. Merci beaucoup, Mohamed Sangaré, pour toutes ces informations. Continuons sur le Cameroun. Maurice Kamtou, le principal opposant au président Paul Biya, accuse le pouvoir d'un complot pour empêcher sa candidature. Le leader du MRC a affirmé hier dans une publication que sa candidature est totalement légitime en réponse aux multiples débats autour de sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Dans cette publication, il a aussi évoqué un complot politico-judiciaire visant à les disqualifier avant d'inviter ses partisans à se tenir prêts. Au Soudan, après la reprise du palais présidentiel, l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan continue son avancée dans la capitale face aux forces de soutien rapide, les FSR du général Mohamed Adam Daglo, dit MMD. Et au cours de cette avancée, elle a repris plusieurs bâtiments symboliques à Khartoum, dont la Banque centrale, le siège des services de renseignement et le musée national. Ces dernières semaines, l'armée nationale a pris un ascendant fulgurant dans la capitale face à celle de son rival, l'armée du général MMD. Et terminons par Israël qui a mené aujourd'hui une attaque de drone contre une voiture dans une localité du sud du Liban au lendemain de l'escalade de la plus violente depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en novembre. Hier samedi, après des tirs de roquettes non revendiqués du sud du Liban, la riposte de l'armée israélienne a fait 8 morts, dont une fillette syrienne et plus d'une quarantaine de blessés. Le ministre français des Affaires étrangères a condamné les tirs de roquettes tout en appelant Israël à la retenue. Allez, du sport à présent. La 8e journée du championnat national de basketball a pris fin ce week-end. En football, aussitôt, la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 achevée. La 6e de mars ce dimanche avec 2 rencontres. Sur le plan national, les 16e de finale de la Coupe du Mali de football prennent fin cet après-midi. Voyons tout cela avec Famourou Dureté. Les 16e de finale de la Coupe du Mali de football prennent fin ce dimanche. L'USFAS joue à Mopti contre AS Kona. FC Gaussou de Bamako reçoit AS Karta de Kaï. Association sportive de Korofina ASCO accueille Malisadio de Kaï. Derby Académie de Bamako affronte Espoir de Nyoro. Le Sigui de Kaï offre son hospitalité à l'US Bougouba. FC Diara de Bamako se déplace à Sikasso pour se frotter au Tata National. Pendant ce temps, les étoiles du Mandé se rendent à Gao pour s'expliquer avec Sony AC. CS Diri de Tombouctou et Casse de Sévaré de la Ligue de Mopti s'affrontent pour une place au second tour. Les rencontres débutent à partir de 16h et se déroulent un peu partout à travers le pays. En ouverture à ce samedi, tous les cadors ont validé leur billet pour le second tour, notamment le Stade Malien de Bamako, le Djoluba AC, l'AS Real de Bamako, l'AS Bakarijan de Baraouli ou encore Binga FC. Éliminatoire du Mondial 2026 de football, en clôture de la 5e journée, le Sénégal n'a pas réussi à faire plier le Soudan. Dominateur mais inefficace, les Lions de la Teranga ont concédé le match nul 0-0. Le Sénégal reste bloqué à la 3e place avec 9 points, tandis que le Soudan s'installe en tête avec 11 points. Lors de la 6e journée, le Soudan affrontera son voisin du Soudan du Sud, tandis que le Sénégal recevra le Togo, qui a concédé un nul 2 buts partout contre la Mauritanie ce samedi au stade de Kégué. La 6e journée démarre ce dimanche avec 2 matchs. Le duel des mal classés dans le groupe D oppose le dernier Eswatini 1 point à l'avant-dernier Île Maurice 4 points. Dans le groupe F, les Panthères du Gabon, qui sont 2e avec 12 points, seront au Kenya pour jouer contre les Harambee Stars du Kenya qui occupent la 4e place avec 6 points. La 6e journée se poursuivra
commencera lundi et prendra fin mardi 25 mars. Les Fauves de la Centrafrique reçoivent ce lundi à 16h les Aigles du Mali dans le groupe I. Ce sera à Casablanca au Maroc. Le Mali est 4e avec 8 points alors que la Centrafrique occupe le 5e rang avec 4 unités dans son compteur. La 8e journée du championnat national de basketball s'est achevée ce samedi 22 mars 2025. Sur le tableau féminin, le Stade Malien de Bamako a gagné de justesse 56-57 contre l'AS Real. Le Djoulouba AC a dominé l'USFAS 86-47. Vendredi, toujours chez les femmes, l'AS Commune 5 a perdu face à l'AS Police 53-95 et le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, a été battu par Calaban Sport Club KSC 70-79. Du côté des hommes, en clôture de la 8e journée, Atar Club de Kidal a pris le meilleur sur l'USFAS 57-48. Le Stade Malien de Bamako a remporté son duel contre l'AS Real 68-75. En ouverture, le CRBT a battu le centre Mamoutou Kane CMK 51-42 et Faso Kanou a été dominé par l'AS Police 55-76. Page noire, l'ancien boxeur George Foreman n'est plus. L'Américain, entré dans la légende des poids lourds après sa défaite contre Mohamed Ali lors d'un combat mythique en 1974, puis panthéonisé en redevenant champion du monde 2 décennies plus tard, est mort vendredi à l'âge de 76 ans. Champion olympique en 1968, avant de s'emparer des ceintures WBA et WBC en 1973, Foreman est considéré comme l'un des plus gros puncheurs de l'histoire du noble art, faisant parler de sa grande force de frappe avec des crochets et des uppercuts dévastateurs. Il est devenu une première fois champion du monde en 1973 aux dépens du redoutable Joe Frazier. Ce titre obtenu en Jamaïque aurait pu rester le grand combat de Foreman tant sa domination fut totale. Mais c'est bien sa défaite, la première en 41 combats face au grand Mohamed Ali, qui restera dans la postérité comme l'un des plus grands affrontements de l'histoire de la boxe par son niveau pugilistique et sa férocité de tous les instants. Après 2 jeux secs pour un nouveau titre, celui qu'on surnommait alors Big George est redevenu champion du monde en 1994, le plus vieux de l'histoire à 45 ans et 299 jours. George Foreman a arrêté définitivement sa carrière de boxeur en 1997 avec 76 victoires, 68 avant la limite et 5 défaites. Focus Santé. Le CHU Professeur Bokar Sidi Sall de Kati est un exemple en matière d'intervention chirurgicale, principalement dans le domaine de la traumatologie et de la neurologie. Pour ces interventions, les chirurgiens travaillent avec des appareils de dernière génération comme le microscope neurochirurgical, le microscope chirurgie de la main et l'amplificateur de brillance, un appareil qui permet d'opérer à foyer fermé. L'hôpital dispose également de l'IRM, imagerie par résonance magnétique, un appareil plus efficace dans le diagnostic des anomalies. Découvrons tous ces équipements dans Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissé. Pour limiter les évacuations sanitaires, le gouvernement du Mali a mis à la disposition du CHU Professeur Boubacar Sidi Sall de Kati de nouveaux appareils qui vont permettre aux médecins de localiser rapidement le mal et de faciliter les interventions chirurgicales. Et pour procéder à ces interventions, l'imagerie est primordiale. L'hôpital a actuellement en son sein l'imagerie par résonance magnétique, autrement dit l'IRM, qui est plus efficace dans le diagnostic des anomalies. Professeur Salia Koulibaly, chef de service de l'imagerie médicale de Kati. L'IRM est très performant dans l'exploration des structures qui sont très riches en eau, telles que le système nerveux central, l'amostéphale, le rachis, les articulations, les tissus mous, même l'abdomen, en gynéco aussi, en neurologie pour la prostate. Là où le scanner a des limites, l'IRM permet de résoudre ce problème. Si le diagnostic est posé et que le patient doit suivre une intervention quelconque, environ 9 blocs opératoires, tous équipés d'appareils de dernière génération, sont disponibles au CHU Professeur Boubacar Sidi Sall de Kati. Un hôpital connu depuis plusieurs décennies pour la prise en charge des fractures et des maladies neurologiques. Dans le domaine de la traumatologie, les spécialistes travaillent avec la dernière génération de l'amplificateur de brillance, un appareil qui permet d'opérer à foyer fermé. Cheikh Omar Sanogo, chirurgien orthopédiste au CHI Professeur Boubacar Sidi Sall de Kati. L'amplificateur de brillance, c'est la radiographie opératoire. C'est un appareil qui nous permet d'intervenir à un niveau sans y être. Un patient qui présente une fracture, par exemple une fracture du fémur ou une fracture de jambe, c'est cet appareil qui nous permet de pouvoir opérer ce patient
de mettre le fer sans pour autant ouvrir la fracture. Ce n'est pas tout. Aujourd'hui, à l'hôpital de Kati, avec ces outils, nous avons la capacité de pouvoir réparer un doigt, quelles que soient les lésions qui sont au niveau du doigt. Même un patient qui se coupe le doigt, si on arrive à nous apporter le bout du doigt avec, dans les meilleures conditions, nous avons l'expertise qu'il faut, nous avons l'équipement qu'il faut pour pouvoir remettre ce doigt en place. Youssouf Traoré, neurochirurgien au CHI de Kati. C'est un microscope entièrement numérique, ultra performant, qui permet de faciliter les interventions neurochirurgicales, c'est-à-dire les interventions au niveau du cerveau et de la moelle épinière. Face à n'importe quelle fracture, l'équipe chirurgicale est prête pour faire l'intervention. Ici, la radio mobile dans le bloc opératoire leur facilite la tâche. Abdoulaye Kane, chirurgien militaire. On fait la prise en charge des urgences neurochirurgicales 24 heures sur 24, que ce soit traumatique, que ce soit tumoral, que ce soit des crises d'épilepsie sur des tumeurs, que ce soit des tumeurs qui saignent au niveau du rachis, au niveau de la tête. Aujourd'hui, avec ces appareils de dernière génération, la direction du CHU, professeur Boubacar Sidi Sall de Kati, est fière de faire face aux attentes des populations, car les offres qui n'étaient pas possibles avant le sont aujourd'hui grâce à l'appui du gouvernement. 13h30. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été présentée par Moussa Papa Idara, mise en onde bien assurée par Fousseini Sissoko, mise en ligne à Madisso, coordination Ousmane Dao. Merci à tous pour votre attention. Prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire quoi qu'il arrive. À très vite sur le RTM et que le bon Dieu nous accorde les bienfaits du jeûne.